C'est la grande édition du journal, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, a reçu le 24 juin dernier une délégation des partenaires humanitaires dont le docteur Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, qui coordonne actuellement la riposte face à la maladie à virus Ebola des souches Bundibugyo, face à la résurgence de cette crise sanitaire dans la partie orientale de la RDC, notamment à Ituri, épicentre de la maladie. Les parties prenantes ont convenu d'un financement de 1,4 milliard de dollars américains pour renforcer la riposte. La suite en images et commentaires. Ces échanges ont passé au crible la situation humanitaire dans des provinces affectées par cette crise sanitaire. Selon le directeur général d'Africa CDC, Jean Kasseya, des cas positifs d'Ebola ont été signalés dans certains sites déplacés alors que l'accès humanitaire demeure limité dans plusieurs zones affectées. La réponse à cette épidémie n'est pas seulement sanitaire, mais elle est encore plus humanitaire. Et il est clairement ressorti dans nos discussions hier que nous avons, et c'est le chiffre que la ministre d'État nous a donné aujourd'hui, plus de 1 150 000 personnes qui vivent dans des camps. Et dans ces camps-là, il y a commencé à y avoir des cas positifs, mais on n'a pas accès dans ces camps. Il a estimé qu'un investissement de 1,4 milliard de dollars américains permettrait de renforcer la lutte contre Ebola tout en améliorant les conditions de vie des populations déplacées et en contribuant à la stabilité des zones affectées. Les pays qui pensent qu'ils sont protégés ne le sont pas, puisque lorsqu'une épidémie continue à s'étendre, tout le monde est à risque. Déjà le 15 mai, nous avions parlé d'une épidémie à portée régionale. Et nous ne voulons pas que ça devienne plus que ça. Donc voilà pourquoi nos efforts aujourd'hui, et je remercie les partenaires qui sont venus, apparemment nous avons déjà identifié autour de 700 millions de dollars par rapport à cet aspect humanitaire, mais ce n'est pas seulement pour Ituri. Donc nous devons raffiner nos plans pour voir, et spécifiquement pour Ituri combien. Donc investir 1,4 milliard aujourd'hui amène des bénéfices au-delà du secteur de la santé. À travers cette rencontre, le gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires entendent renforcer une approche intégrée de la riposte face à cette épidémie. Pour mémoire, le gouvernement congolais a récemment mobilisé 50 millions de dollars pour optimiser les moyens de riposte et de prise en charge sur le terrain. Et la Banque centrale du Congo poursuit son rapprochement avec les grandes institutions financières internationales. Conduite par son gouverneur André Ouamesso, une délégation de la Banque centrale du Congo a pris part à Paris du 23 au 24 juin 2026 à 2 rencontres internationales consacrées à la stabilité financière et à la gestion de la dette souveraine, occasion pour l'institution d'exposer les réformes engagées dans le secteur financier congolais et de participer aux réflexions sur les mécanismes de financement des États dans un contexte économique mondial marqué par les défis et des soutenabilités de la dette et de résilience financière. Suivez. La stabilité du système financier et la gestion de la dette publique étaient au cœur des échanges auxquels a participé la Banque centrale du Congo à Paris. Au cours du forum sur la stabilité du secteur financier organisé avec l'appui du Fonds monétaire international, la BCC a présenté les réformes engagées à la suite du Financial Sector Stability Review, notamment la création d'une direction dédiée à la stabilité financière au sein de l'institution. L'objectif est de renforcer la surveillance des risques susceptibles d'affecter les secteurs bancaires et de consolider la résilience du système financier congolais face au choc économique. La délégation congolaise a également pris part au Forum de Paris 2026 consacré à la dette souveraine. Les discussions ont porté sur la transparence de l'endettement public, la coordination entre créanciers, ainsi que le mécanisme permettant d'améliorer la soutenabilité de la dette dans les économies en développement. Pour la Banque centrale du Congo, ces rencontres constituent une opportunité de renforcer le dialogue avec les institutions financières internationales et de partager l'expérience congolaise en matière de réformes monétaires et financières. Cette participation s'inscrit dans la stratégie des autorités congolaises visant à consolider la stabilité macrofinancière, renforcer la confiance des investisseurs et accompagner les efforts de modernisation du système financier national.
Le rythme des formations des prix antérieurs a également ralenti au cours de la 3e semaine de juin en République démocratique du Congo. Selon la Banque centrale du Congo, le taux d'inflation hebdomadaire est passé de 0,20% à 0,19%, une évolution qui traduit un ralentissement modéré de la progression des prix, même si les produits alimentaires demeurent les principaux facteurs de l'inflation dans un contexte marqué, entre autres, par des contraintes persistantes d'approvisionnement. Images et commentaires. La dynamique des prix intérieurs a enregistré un léger ralentissement au cours de la 3e semaine de juin. D'après la Banque centrale du Congo, les taux d'inflation hebdomadaires s'est établi à 0,19% contre 0,20% la semaine précédente. Malgré cette évolution, la contribution de produits alimentaires et les boissons non alcoolisées à l'indice global reste significative, atteignant 69,4%. Selon la Banque centrale, cette situation s'explique notamment par les contraintes d'approvisionnement du marché, les difficultés logistiques ainsi que l'état de certaines infrastructures de transport qui continuent d'influencer les prix des produits de grande consommation. Les postes logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles constituent le deuxième facteur de hausse des prix avec une contribution de 10,4%. Cette progression est liée notamment à l'augmentation des charges locatives et aux ajustements de coûts de combustible domestiques. Les fonctions biens et services divers, ainsi que restaurants et hôtels, ont également contribué à l'évolution de l'indice global, en lien notamment avec la hausse de certains services personnels et des tarifs pratiqués durant la période des vacances. En cumul annuel, les taux d'inflation s'est établi à 4,6%, tandis qu'en glissement annuel, il atteint 2,8% contre 8,5% à la même période de l'année dernière. Des niveaux qui demeurent inférieurs à l'objectif de moyen de terme de 7% fixé par la Banque centrale du Congo. Après l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi référendaire, la société civile de la République démocratique du Congo, par les biais de son coordonnateur Christopher Ngoyi Mutamba, rejette toute excuse financière liée à l'organisation du référendum, comme d'aucuns l'insinueraient. À l'en croire, l'organisation des élections au général coûterait bien plus cher que les simples référendums qui restent le canal par excellence de l'expression de la population sur fond de ces débats de la réforme constitutionnelle qui alimente la toile. Plus de détails avec Milka Sangalo Pepe et Djomanana. Alors que le débat se poursuit sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo, la société civile sort de son silence. Par la voix de son coordonnateur Christopher Ngoyi Mutamba, elle réserve sur la question la primauté à la population. Voilà pourquoi, à l'en croire, il est important d'organiser le référendum. Notre point de vue, tout simplement, s'articule sur le référendum. Débattre ou décider sur la Constitution, c'est une matière dévolue au souverain primaire. Et nous avions insisté que la Constitution soit respectée, c'est-à-dire le mécanisme devant permettre au souverain primaire de s'exprimer, puisse être enclenché. Aujourd'hui, je crois que ce cheminement est bon. Si d'aucuns mettent en exergue des excuses financières, cet acteur de la société civile rejette en bloc ce prétexte. Car, renchérit-il, l'organisation des élections coûterait bien plus cher que le simple référendum. Le référendum est différent. C'est une consultation des électeurs ou du souverain primaire. Mais techniquement, il ne requiert pas autant de contraintes qu'une élection, au vrai sens du mot. Parce qu'une élection, on a d'abord des bulletins de vote avec plusieurs candidats. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous pensons qu'il est opportun de vraiment traiter de cette question. Définitivement, c'est la relève de notre souveraineté. Pour mémoire, les deux chambres du Parlement se sont déjà prononcées sur la loi référendaire. Ne reste que sa promulgation par le président de la République. Dans un autre panier, l'exécutif provincial de Kinshasa vient de mettre en place une nouvelle société de numérisation des imprimés des valeurs de Kinshasa, SNIC SA, une nouvelle entreprise publique visant à sécuriser et à moderniser les imprimés des valeurs de la capitale, une initiative qui est saluée
par certains analystes économiques, lesquels soutiennent que cette mesure entre dans le cadre de la modernisation de l'administration publique de la ville. Les précisions dans ces récits signés André Ikoma et Sile Chamala. La création de cette nouvelle entreprise publique visant à sécuriser et à numériser les imprimés des valeurs de la ville suscite de réactions positives auprès des opérateurs et des observateurs. Pour Dieudonné Kassongo, cette initiative permettra à l'exécutif provincial de diversifier ses sources de revenus et de moderniser l'administration publique. Nous saluons l'initiative car celle-ci entre dans le cadre de diversification des ressources pour la ville. Vous et moi, vous savez que la ville de Kinshasa a des sources de ressources limitées. Entre autres, nous parlons des taxations que nous retrouvons au niveau de la ville de Kinshasa, mais aussi des subventions du gouvernement national, du gouvernement central. Et lorsque nous voyons cette initiative, nous sentons dans le gouvernement provincial, au chef du gouvernement provincial, le désir de diversifier ces sources, pourquoi pas être autonome du gouvernement central. Bien que louable, cet analyste estime plutôt minimal le pacte de cet investissement. Il recommande à cet effet au gouvernement provincial à diversifier son économie dans les secteurs les plus rentables, à l'instar de l'agriculture. L'initiative, quand bien même elle est bonne, mais la marche elle est minimale en termes de productivité, parce que la grande question à se poser, c'est quelle est la demande que cette offre vient absorber. Cela veut dire, lorsqu'on produit ou on crée une entreprise, c'est parce que nous avons situé une demande et nous avons évalué la quantité de cette demande-là par rapport au profil que nous allons réaliser. C'est un marché minimal pour l'État parce que les imprimés de valeurs ne vont vraiment pas donner assez. Alors, ce que le gouvernement provincial peut faire, c'est prendre cette initiative, l'amener dans d'autres secteurs. Nous parlons des secteurs agricoles, nous parlons d'autres secteurs de l'économie nationale. La création de cette entreprise va permettre à l'exécutif provincial de maximiser ses recettes et ainsi d'augmenter son enveloppe budgétaire. On va parler de l'examen d'État où les derniers jours de ces épreuves, c'est jeudi 25 juin 2026 en RDC. Le regard des finalistes se sont déjà tournés vers l'avenir. Ils viennent de franchir une étape importante de leur parcours scolaire entre poursuite des études universitaires, changement d'orientation et recherche d'alternatives économiques. Ces futurs diplômés nourrissent des ambitions diverses. Dans les centres d'examen, l'espoir et l'enthousiasme étaient visibles avec des candidats convaincus d'ouvrir une nouvelle page de leur parcours. Reportage de Grace Mayo et Eddie Boma. Des sourires, de messages d'espoir et des pourcentages affichés fièrement sur le chemise et sur le joue. À la sortie des salles d'examen, l'ambiance était visible. Les candidats célèbrent déjà la fin d'un cycle. Entre soulagement après plusieurs jours d'épreuves et confiance à l'avenir, ces jeunes ont immortalisé la fin de cette étape avec des signes symboliques de réussite qu'ils espèrent voir se concrétiser. Derrière cette effervescence se cachent toutefois des projets et des ambitions pour l'après-examen d'État. Pour certains, la prochaine destination reste l'université avec l'objectif de poursuivre leurs études dans les filières correspondant aux options suivies durant les humanités. Pour le moment, j'envisage deux options. J'ai le BTP et la chirurgie. Je m'intéresse trop à la construction, je pense que je vais m'orienter à la BTP. Ma filière a commencé la construction, j'ai fait la construction et je pense qu'à l'université, je continuerai avec ça parce que c'est quelque chose déjà que les gens ne s'attendent pas qu'une fille puisse s'investir autant. Et moi, je serai parmi les gens, parmi les filles et bien même, je pense même rénover le pays. Pour d'autres, cette période scolaire a permis de découvrir de nouvelles vocations. Au départ, ça j'avais fait la science, je voulais vraiment faire la médecine, mais après je me suis rendu compte que c'était pas un truc pour moi. À l'époque j'étais petite, je faisais des choix par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ce que je voyais, mais là c'est vraiment ce que je veux pour moi, pour mon avenir aussi. Mais face aux réalités économiques, plusieurs finalistes pensent également à des solutions alternatives. Certains souhaitent entreprendre dans des petites activités génératrices de revenus afin de se préparer aux éventuelles difficultés liées à la prise en charge des études supérieures. J'ai fait de mon mieux. Je suis un bâton. Je peux me trouver un travail
travailler, aller à l'université le soir. J'ai fait de mon mieux pour m'en sortir. Au-delà des résultats attendus, cette génération de finalistes se retrouve aujourd'hui à un tournant décisif. Entre rêves universitaires, réorientation et recherche d'autonomie, chacun tente déjà de dessiner le contour de son avenir après l'examen d'État. On reste dans ces chapitres. Pendant ces temps, s'il y a un marché qui a bel et bien profité de ces épreuves de l'examen d'État édition 2026, c'est celui de la photographie à Kinshasa particulièrement. Les acteurs du secteur témoignent de la rentabilité et de l'engouement autour de leur business. Plusieurs candidats finalistes préfèrent immortaliser ces moments en s'offrant leurs services, situation qui dope leurs activités. Michel Nkachama et Edi Boma nous en parlent dans ces reportages. Après plusieurs jours de composition, les épreuves des examens d'État se sont achevées ce jeudi 25 juin 2026 à travers la République démocratique du Congo. Pour marquer cette étape importante de leur parcours scolaire, les finalistes se tournent vers la photographie afin de conserver des souvenirs de cette période cruciale. Voilà. Des bons moments passés ensemble. Genre nous rappeler qu'on sera toujours unis, peu importe où on ira, on restera unis, c'est tout. Pour les photographes présents sur différents sites, cette journée de clôture représente une occasion de relancer leurs activités. Il n'y a personne qui dira qu'il est venu et il est rentré tel qu'il est venu. Donc nous avons eu quand même quelque chose, mais pas à la hauteur de ce que nous on a attendu. Parce que nous on voulait peut-être avoir quelque chose de 20, 30, 50 $. Mais si je peux comprendre, avec la conjoncture, je sais que chacun de nous n'a pas manqué même d'avoir ne fût-ce que 10 $. Ce prestataire signale toutefois une baisse de la demande comparativement aux années précédentes. La photo, nous faisons électronique pour 1500 francs. Mais ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Oui, c'est aussi l'argent. Aussi, aujourd'hui, la technologie a déjà évolué. Ils se capturent dans leur téléphone. Fort malheureusement, nous sommes butés par un problème financier. Donc, la plupart des enfants disent qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent et nous, on comprend aussi que d'autres sont venus un peu des communes un peu lointaines. Ils sont là, il y a l'ambiance, mais de toute façon, pour notre métier, la photographie, on n'a pas vraiment bien travaillé, comme auparavant. À cela s'ajoute l'impact de nouvelles technologies sur ces métiers. Avec la généralisation de téléphones dotés d'appareils photo performants, de plus en plus de personnes privilégient les prises de photos personnelles au détriment de services de photographes professionnels. Dans l'objectif d'accroître la production agricole et de garantir la sécurité alimentaire, le ministère de l'économie nationale, à travers les fonds de régulation économique FOREC, a signé un protocole d'accord avec la société Lantebansa SRL pour la mise en œuvre d'un programme pilote de production et de multiplication des semences certifiées dans la province du Kasaï central, une initiative saluée par plusieurs acteurs locaux. Les analystes économiques appellent toutefois à une sélection rigoureuse des structures chargées de l'exécution, estimant que ces projets représentent une opportunité majeure pour cette province aux vastes terres arables. Récit de Patrick John Mokengishaï, Ruben Manata. Cette démarche s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à accroître la sécurité alimentaire, à faciliter l'accès aux semences améliorées et à promouvoir une production agricole durable à l'échelle nationale. Pour Albert Ousochika, la réussite de ce programme dans le Kasaï central passe nécessairement par un choix judicieux de structures qui seront appelées à intervenir sur le terrain. Il a des terres arabes, parmi les 80 millions qu'on cite là, vous avez les étendues qui se trouvent au Kasaï central. Et ce que nous allons demander dans ça, c'est qu'il faut que la sélection des structures qui vont produire ces semences améliorées soit très sérieuse, soit rigoureuse. Parce que nous avons connu des pareils projets, à l'époque c'était le Kasaï occidental, où les projets sont arrivés, on a vu les ONG qui se sont présentées, qui produisaient les semences améliorées,
Et les gens ont créé des ONG, ils ont eu l'argent. Et nous les avons vus. Moi, personnellement, je les ai vus. Parce que j'ai trouvé les gens qui venaient trier les maïs, acheter au marché. L'ancien ministre provincial du Kasaï central encourage le FOREC et son partenaire à s'appuyer sur des structures expérimentées, notamment le Centre agricole de production de semences améliorées et CAPSA en sigle, déjà actif dans ce secteur. CAPSA, c'est une abréviation qui dit Centre agricole de production de semences améliorées. Mais vous allez trouver celui qui est spécialisé en production de semences améliorées, en cours de surcroît service de l'État, ne reçoit pas cet argent et vous dites que vous êtes sérieux vous-même. Et pourtant, ce centre-là, ce sont les techniciens qui sont là-bas. À noter que ces projets seront déployés dans plusieurs territoires, secteurs et villages de la province du Kasaï central, une région reconnue pour son important potentiel agropastoral et ses vastes étendues de terres cultivables. L'Organisation internationale de la francophonie et la Banque africaine de développement ont conclu un partenariat stratégique destiné à renforcer les compétences numériques, l'employabilité et l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes dans 5 pays africains, dont la République démocratique du Congo. Cette initiative vise à accompagner l'insertion professionnelle des bénéficiaires et à répondre aux besoins croissants du marché du travail à l'heure du numérique. Les détails dans ces commentaires. La République démocratique du Congo figure parmi les 5 pays retenus dans le cadre du nouveau partenariat conclu entre l'Organisation internationale de la francophonie et la Banque africaine de développement. L'initiative entend renforcer les compétences numériques des jeunes et des femmes tout en favorisant leur accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Ce partenariat s'appuie notamment sur le programme Déclic qui accompagne la formation au métier du numérique à travers l'espace francophone. L'objectif est de développer les compétences adaptées aux besoins du marché dans les domaines tels que la création de contenus numériques, le développement d'activités en ligne ou encore les services digitaux. En RDC, plusieurs actions sont déjà en cours. Cette année, 300 jeunes et femmes de Kinshasa et Matadi bénéficient d'un programme de formation professionnelle dans le métier du numérique, après plusieurs précédentes cohortes formées dans différentes villes du pays. À travers cette coopération, l'OIF et la BAD ambitionnent de faire du numérique un levier d'inclusion économique, d'autonomisation des femmes et de création d'opportunités pour la jeunesse africaine. Page rose dans ce journal, vous les connaissez certainement, il a été à la tête de l'inspection générale des finances pendant 5 ans et il a, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, redressé cette institution de contrôle, des rapports explosifs à la revisitation du contrat sino-congolais et a permis à l'État d'engager 7 milliards de dollars américains. Jules Alungetekei, le désormais inspecteur général des finances, chef des services honoraire et émérite de l'IGF, qui souffle ce jeudi 25 juin une nouvelle bougie, a laissé des traces indélébiles par ses actions et son intrépidité face à la corruption ainsi que par sa rage contre les détournements des deniers publics. Récit de Igor Biwaka et Ben Chokuta. À la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alungetekei a marqué les esprits de millions de Congolais. De 2020 à 2025, ce super flic de finances publiques congolaises s'est illustré dans plusieurs dossiers phares. Son intrépidité, sa rigueur, lucidité et transparence et son charisme, à la fois éloquent pour les dignes fils du pays et suffocant pour les égarés de la nation. Ce sont là des valeurs qui résument entre autres le sens de son combat anti-corruption, mené sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a né l'artisan principal. Des rapports accablants à la révisitation du contrat sino-congolais, Jules Alungetekei, affectueusement appelé Cléboa ou encore chien méchant, n'a pas courbé l'échine face aux détracteurs qui s'amusaient à dilapider les caisses de l'État. L'affaire Bukangalozo mise à nu avec des détournements signalés de plus de 280 millions de dollars. Des malversations financières à la Gécamine, le rééquilibrage du contrat du siècle avec la Chine ayant rapporté à la partie congolaise plus de 7 milliards de dollars américains. L'on s'en souviendra sempiternellement en République démocratique du Congo.
Toutes les opérations financières du pays ne pouvaient s'exécuter sans filtrage de l'inspection générale des finances. Un tamis qui a permis à la République démocratique du Congo de gravir des échelons et de gagner 15 places dans le classement mondial de la lutte anticorruption selon Transparency International en l'espace de 5 ans. Sa gestion aurait également été marquée par l'érection d'un imposant bâtiment légué à l'IGF. Question d'optimiser le travail des inspecteurs des finances. L'impact de cette rigueur va au-delà des chiffres. Il symbolise la bonne gouvernance incarnée. Pour preuve, le budget national explose, passant de 4 à 18 milliards de dollars. Les récits financiers mieux encadrés, pour ne citer que ceux-là. Cet homme dans la patrouille financière, stratégie de contrôle des finances publiques, a symbolisé son action. Célèbre ce 25 juin sa date d'anniversaire. Pétillant anniversaire désormais inspecteur général des finances, chef des services honoraires et émérite de l'IGF, Jules Alingete Key. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous exhorte à rester sur Ecofin Télévision parce que les programmes en continu. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.